Bonjour, alors je suis Jean-Paul Pougala, géostratégie africaine. Je vais vous faire aujourd'hui la leçon de géostratégie africaine numéro 84 qui regarde la place de l'Afrique dans les enjeux entre l'Est et l'Ouest, entre l'Occident et les autres. J'aurais pu dire BRICS, mais là, l'Afrique du Sud joue un autre rôle. Mais avant, un mot sur Afrique Média. En ce moment, Afrique Média est en train de déménager, partir du Cameroun vers le Tchad et vers la République centrafricaine. Plusieurs fois, moi-même, j'ai été énervé par les positions d'Afrique Média. Ils sont déistes, créationnistes, machin truc. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Et chaque fois, il faut toujours qu'on se pose une question. Nous sommes en guerre. La personne que nous avons devant nous est de quel côté? Est-ce qu'il est dans notre camp ou il est contre nous? Et moi, j'ai dit, à partir du moment où nous savons qu'Afrique Média est dans notre camp, les décisions des autorités camerounaises, c'est ce qu'on appelle l'autogol. Donc vous avez mis un but dans votre camp. Parce que le travail qu'Afrique Média fait, c'est un travail qu'aucune télévision africaine ne fait. J'ai pendant des années critiqué des chaînes de télévision qui émettent depuis Paris, des journaux qui sont publiés depuis Paris, en disant qu'il fallait quelque chose en Afrique. Pour une fois qu'on a une chaîne de télévision panafricaine en Afrique, on va l'obliger à déménager d'un point à l'autre. C'est du n'importe quoi. Et Afrique Média, je vais juste dire un mot. C'est une phrase de Gandhi qui disait « Au début, on vous ignore. Ensuite, on vous dénigre. Et après, on vous combat. Et à la fin, vous gagnez. » La télévision aujourd'hui, ce n'est pas une question de pays de résidence. La technologie aujourd'hui a atteint un niveau tel qu'on ne peut pas dire que tel pays a empêché de parler. S'il fallait empêcher de parler, moi, je ne pourrais même pas publier ce texte. Vous savez, le succès de mes textes, c'est sur le net. Ce n'est même pas, si je l'attendais de publier dans un grand journal qu'on connaît, personne ne me connaîtrait. Donc, c'est juste une parenthèse pour Afrique Média, mais je n'ai aucun doute que ça donne plus de publicité et du courage. Votre travail, vous le faites à votre manière, mais il est très utile pour la conscientisation. Malcolm X disait une chose, parlant de la communauté noire américaine. Nous avons fait des projets, de grands projets pour la communauté noire américaine, mais on a oublié quelque chose, c'est que cette communauté dormait. On ne peut pas faire un projet pour une communauté qui dort, donc il fallait d'abord réveiller la communauté. Et ça, c'est le travail que fait Afrique Média. Voilà. Revenons au thème du jour. Du 7 au 10 septembre, nous faisons la formation de Revindaf 1.5. Le Revindaf, c'est quoi? C'est réinventer les industriels africains de demain. Ce concept est venu après tout ce qu'on a vu, l'humiliation de l'Afrique en 2010 avec la Côte d'Ivoire. Vous imaginez, l'Union européenne, ils font un embargo contre les médicaments, contre la Côte d'Ivoire. Et on a vu en Libye, ils sont à l'unanimité, ils vont contre la Libye. Et pourquoi? Parce que nous n'existons pas sur le plan de la production de richesses. Et c'était ma propre réponse à cette humiliation, c'était former des jeunes, des guerriers, parce que la vraie guerre aujourd'hui, elle est économique. Cette guerre économique, comment est-ce qu'on la combat? On la combat d'abord en prenant conscience des enjeux, en prenant conscience des règles du jeu. Parce que dans toutes les sociétés, ce sont les industriels qui fixent les règles, ce sont les sociétés qui organisent la société. Mais chez nous, c'est la politique qui a pris le dessus. La politique prend le dessus à partir du moment où on a un déficit d'entrepreneurs, d'industriels. Moi, je ne parle pas des commerçants. Le commerçant, c'est quelqu'un qui fait de la spéculation. Il est riche, mais le pays s'appauvrit. L'importateur, il s'enrichit, mais le pays s'appauvrit. Alors, on nous parle d'industriels, des créateurs de richesses. Plusieurs familles en Afrique m'ont accusé d'amener leurs enfants dans un secteur parce que je les ai amenés à l'agriculture. L'agriculture, c'est le secteur primaire. Les autres, quand on dit c'était tertiaire, ce n'est pas juste le mot tertiaire, ça vient en troisième position. Il n'y a qu'en Afrique qu'on croit qu'on se développe par là où les autres ont terminé, mais les autres sont développés en commençant par le primaire, un primaire qui alimente un secondaire, et le tertiaire est là pour vendre, pour distribuer la richesse créée par le secondaire. Et c'est au niveau du secondaire qu'il y a les emplois. Si on veut recruter un certain nombre de personnes, si on veut résoudre le problème de chômage des jeunes, ce n'est que dans le secteur secondaire. Ce n'est ni dans le primaire, ni dans le tertiaire. Donc, tous ces jeunes que j'ai formés entre 2014 et 2015, ils sont 1400. Un peu plus de 1400 qu'on a formés.
c'était pour qu'ils puissent aller à la plantation. Mais pas à la plantation comme on a vu nos grands-parents faire. C'était la plantation inutile, les plantes ingrates de café, le cacao. Non, aujourd'hui, la formation permet d'identifier quelles sont les plantes, quelles sont les semences, quelles sont les plantes qui permettent d'avoir une plus grande rentabilité. C'est-à-dire que pour une fois, la plantation doit nous être utile, doit nous permettre d'avoir l'argent pour financer notre propre croissance, notre développement. Voilà expliquer pourquoi l'agriculture. Mais je n'ai pas tout expliqué. Pourquoi donc l'agriculture? Parce qu'aujourd'hui nous sommes devant, je peux appeler, bon, c'est exagéré, je dis troisième guerre mondiale, mais on a une guerre qui est déclarée, qui est là. Et cette guerre, c'est donc entre les Occidentaux et, je peux dire, et les autres. Comment elle se passe? Elle se passe en plusieurs phases. La Russie, avec la Chine, c'est d'eux que je vais parler aujourd'hui, c'est ces deux pays dont je vais parler aujourd'hui. La Russie cherche à se positionner en Afrique. Alors, nous avons, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en 2012, septembre 2012, c'est à l'Assemblée que la Russie va annoncer d'annuler, d'effacer 20 milliards de dollars d'aide africaine. C'est notamment l'Algérie, l'Angola, l'Éthiopie, c'est les pays qui vont le plus profiter. Mais ce n'est pas à la tribune des Nations Unies qu'on annonce qu'on va effacer les dettes. Et oui, c'était une manière stratégique pour la Russie de se positionner. Et lorsqu'on va donc interroger, pourquoi la Russie le fait? C'est la Pravda du 19 octobre 2012 qui va nous donner la réponse. La Russie bouge en Afrique sur 3 chemins différents. Mais ces chemins vont se retrouver. Le premier chemin, c'est les matières premières. Contrairement à ses concurrents, que sont les États-Unis, l'Europe et la Chine, la Russie ne vient pas en Afrique pour chercher la matière première africaine. Non, elle a une autre stratégie. Elle veut aider les pays africains à transformer localement leurs matières premières afin que le prix monte sur le marché mondial. Donc la Russie cherche à créer un cartel avec les pays africains parce que qu'est-ce qui se passe? C'est du gagnant-gagnant. Aujourd'hui, la Russie n'arrive pas à vendre certains produits à un certain prix parce que les Africains ne savent même pas à quoi ça sert. Quand on dit le manganèse, les Africains vont signer des contrats avec des Occidentaux sans même savoir la valeur de ce manganèse. La valeur pour eux, c'est ce que la bourse de Londres a pu écrire au tableau qu'aujourd'hui, non, c'est pas ça la valeur. Donc la Russie conteste ces valeurs et dit, si on dit le thorium, les Africains ne savent pas à quoi ça sert le thorium. Voilà. La Russie dit non, vous ne pouvez plus brader vos matières premières, il faut qu'on puisse être ensemble pour que vous les transformez pour faire le semi-fini. Et ce semi-fini, qu'ensemble, avec la Russie, on impose un certain prix aux autres. Mais la Russie dit, oui, quand on va le faire, ils vont venir avec des troubles, ils vont venir avec de la violence. Et là vient le deuxième volet, la collaboration militaire avec la Russie. La Russie cherche à faire ce que les autres n'ont pas fait. Alors, c'est eux-mêmes qui le disent. Poutine a dit plusieurs fois que c'est idiot de proposer à l'Afrique la même coopération qu'on a faite au 19e, au 20e siècle. Pourquoi? Parce que cette coopération considère l'Afrique comme un adolescent, comme une adolescente, considère l'Afrique comme un bébé. Et c'est Vladimir Poutine qui dit non, l'Afrique, aujourd'hui, c'est des adultes. On est obligé de traiter avec les Africains comme des adultes. Alors, qu'est-ce que fait la Russie? La Russie vient donc proposer de la technologie militaire. Ce n'est plus le fait de dire qu'on va vendre des armes à l'Afrique, mais c'est de dire qu'on va aider l'Afrique à produire ces armes. Le mois dernier, c'est le porte-parole du nouveau président nigérian qui a déclaré à Washington, ces informations viennent de l'agence Reuters, et disent les États-Unis soutiennent Boko Haram. Comment ça? C'est vraiment le porte-parole du nouveau président nigérian. Comment? En maintenant son embargo contre les armements au Nigeria. Jusqu'à maintenant, le Nigeria vit sous l'embargo militaire des armements venant de la part des Occidentaux. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas les droits de l'homme. Voilà. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la BBC, j'ai vu dans le site de la BBC, ils donnent le chiffre des morts de Boko Haram. 10 000 morts à cause de Boko Haram. Mais à côté, ils mettent toujours des chiffres de l'Amnesty International qui disent que 8 000 militants ou bien des militaires de Boko Haram sont morts dans les prisons nigérianes à cause de la torture. Donc, chaque fois, ils opposent ces deux chiffres. 10 000 personnes décédées à cause de Boko Haram, mais 8 000 aussi de Boko Haram décédées à cause d'une manière de dire qu'il n'y a pas les droits de l'homme. Donc, à cause de ça, on empêche le Nigeria d'avoir des armes sophistiquées pour lutter contre Boko Haram.
Et ils se sont trouvés au front que l'armée camerounaise était beaucoup plus outillée que l'armée nigériane. Alors vient la coopération militaire. L'accord avec la Russie, aujourd'hui, fait que le Nigeria va monter une usine d'armement au nord du Nigeria. Donc, ne plus être là pour attendre qu'on livre des armes de gauche à droite. Et la même chose, l'Algérie a eu la licence de la Russie pour produire des chars d'assaut. Voilà. Et les premiers chars d'assaut africains seront produits par l'Algérie en 2016, donc l'année prochaine, et sous licence russe. On a aussi l'Angola qui va produire des armes sous licence russe. Ça, c'est vu du côté de la Russie. Maintenant, vu du côté de la Chine a fait un raisonnement avec les pays asiatiques. Okay. Les Américains, ils sont riches. Ils s'enrichissent pour une chose. Ce n'est pas grâce à la technologie, ce n'est pas grâce à Windows. Non, les Américains s'enrichissent grâce à l'exportation des produits agricoles. Et devinez un peu qui achète ce produit agricole. Ce sont les Asiatiques. Donc les Chinois font un raisonnement aux Asiatiques. Écoutez, Indiens, Vietnamiens et tout ça. Les Américains, ils sont arrogants contre nous parce que c'est nous qui lui donnons l'argent grâce auquel ils deviennent arrogants. Donc c'est parce que nous leur donnons l'argent pour acheter leurs produits agricoles qui viennent nous écraser avec. Quelle est la solution? La solution, c'est d'aller en Afrique, de proposer aux Africains un partenariat qui ferait en sorte que ce soit les Africains à s'enrichir avec cet argent. On sait que les Africains n'iront jamais demander qu'un gouvernement change en Inde, n'iront jamais demander que la Chine puisse voter de telle manière ou d'une autre. Donc eux, ils préfèrent, plutôt que de donner leur argent pour se faire nourrir aux Américains, mais donner aux Africains. Le problème, c'est qu'on a convaincu les Africains que qui va à la plantation a forcément raté sa vie. Donc, je viens donc, avec ces enjeux qui sont au niveau mondial, et dit non, l'agriculture, l'Afrique a 30 millions de kilomètres carrés. Tout le monde en rêve, sauf les Africains. Voilà. Et le Rivindaf a pour objectif de faire que les Africains comprennent que ça ne sert à rien, quel que soit le diplôme que vous avez, de quitter, d'aller à Washington, d'aller à New York, tout ça, vous ne serez jamais personne parce que personne ne gagne un match hors de chez lui. C'est chez vous que vous pouvez être quelqu'un. Voilà. Et ces pays nous permettent aujourd'hui de compter au niveau mondial. Malheureusement, nous ne sommes pas là, on est absents. Et il y a la semaine dernière, mardi la semaine dernière, j'ai rencontré le Premier ministre du Cameroun. C'était pour le convaincre que nous sommes capables de répondre à ces enjeux. Mais encore faut-il que l'État mette à la disposition de nos jeunes conformes les moyens de pouvoir nourrir ces Asiatiques. Et non laisser donner l'autorisation à ces Asiatiques de venir chez nous exploiter nos sols. Voilà. Aujourd'hui, c'est une solution intermédiaire. Pour le moment, on leur donne des espaces pour cultiver, mais ça ne peut pas durer. Voilà. Nous demandons donc à ce que ce soit nous à cultiver. Mais comme on a fait le Rivindaf 1.0, on a pu voir les erreurs de ceux qui ont déjà été formés. Ces erreurs sont corrigées. Par exemple, au 1.5, on ne va plus dire que le safran va vous donner tel montant, ou bien le jasmin va vous donner 38 000 € le litre, mais on va dire voilà les semences de jasmin, allez l'essayer, voilà les semences de safran, allez l'essayer. Et ils nous ont dit que beaucoup de choses ne poussent pas en Afrique, ce qui est faux. Et donc à cette formation, on va vous donner plusieurs genres de semences, des appareils. Parce que là aussi, ils nous ont... Parce que le problème de l'Afrique, c'est la compétitivité. Nous ne pouvons pas être compétitifs si on n'est pas au niveau technologique comme les autres. Donc, à cette formation, vous aurez des appareils à votre disposition que vous allez utiliser quand vous voulez pour que vous puissiez répondre déjà aux besoins qui sont dans les pays africains. Vous imaginez un pays comme le Cameroun, le premier aliment est importé, c'est le pain de blé, il est importé. Et l'anomalie aussi du Cameroun, c'est que l'État finance les importations. Parce que le FMI et la Banque mondiale ont dit que pour éviter qu'il y ait des troubles, vous êtes obligé de financer pour que le pain coûte moins cher. Ça, c'est une anomalie. Voilà, nous voulons mettre fin à cette anomalie, faire en sorte que nous soyons capables de produire, nous. On a dit que le blé ne pousse pas, c'est faux, ça pousse, vous le verrez vous-même. Plusieurs autres choses. Voilà. Le Rivindaf 1.5, c'est de répondre, la réponse de l'Afrique aux enjeux. Tout le monde ne peut pas s'intéresser à l'Afrique, sauf les Africains. Voilà. Retrouvons-nous du 7 au 10 septembre à Douala. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est iegeducation.com ou bien envoyez un email info@geostra.com. Voilà. Et merci et à Douala, à bientôt.